recueillons en particulier tous nos appels à subventions. Et Ouais, également sur LinkedIn, il y a, il y a des groupes auxquels nous suivons. Et ouais. avec ces groupes-là, avec ces groupes-là, nous avons la capacité de voir les appels chaque semaine. Et Exact. également, il y a aussi un outil que nous utilisons, c'est le Trello, Oui, euh, pour ne pas, pour ne pas rater certains appels, vu qu'il y a souvent certaines dates euh, que lorsqu'on ne met pas dans le Trello, on peut louper sans connaître en fait. ouais, Merci. exact. Oui, oui, c'est ça. C'est bon. Après les newsletters, oui, il y a certaines qui sont payantes, hein, du coup, mais qui permettent aussi de faire ça. Le Trello, je ne sais pas si tout le monde connaît. Bon, c'est un outil hein, qui permet de faire de la gestion de projet, mais aussi plutôt la gestion d'équipe en fait collaborative. C'est une plateforme plutôt collaborative qui permet de mettre des alertes, de faire tout un travail de veille. Ou sinon, le bon vieux tableau Excel fonctionne aussi, qui peut être partagé, bien sûr, entre vous, quoi, entre une équipe d'une association. Ok, super. Moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose d'essentiel que parfois, alors je vais essayer de réduire, que parfois on fait pas, on fait mal. Alors, je parle aussi pour moi. C'est peut-être avant de se lancer dans un appel à projet, c'est se faire une petite grille. Donc la grille part là qui s'affiche pour voilà plusieurs critères. Si l'appel à projet que vous repérez, voir s'il est pertinent, s'il est accessible par rapport à l'éligibilité de votre zone d'intervention de votre ONG, le pays, la cible, le statut juridique requis, donc voir aussi toutes ces choses-là qu'il faut repérer dans un appel à projet. Sur la pertinence, voir aussi si l'appel à projet est en concordance avec les compétences ou les projets que vous avez déjà menés avec votre ONG. Par exemple, tout à l'heure, on en parlait, si vous êtes une ONG qui fait de l'insertion des jeunes, c'est sûr que vous n'allez pas aller sur un appel à projet purement sur l'écologie, la protection environnementale. Voilà, c'est pas votre spécialisation. Donc l'exemple aussi que je donne, une association spécialisée en éducation ne postule pas un appel à projet sur l'agriculture. Même si voilà, il peut y avoir des passerelles, mais voilà, faire attention enfin, que l'appel à projet que vous voyez soit en concordance aussi avec votre expertise, que vous allez mettre aussi en valeur dans la réponse de votre appel à projet. La rentabilité aussi, alors souvent, voilà, on voit des formulaires ou des candidatures, je pense moi à l'Union européenne, notamment sans les critiquer, hein, mais du coup, c'est assez fastidieux. C'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps et dont on n'est pas sûr d'avoir une réponse positive. Donc, ouais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, 2 fois d'avoir des bonnes notes, mais ne pas arriver à plus de la note qui était souhaitée pour passer à la deuxième étape, pour pouvoir accéder. Donc, voilà, vraiment aussi identifier la rentabilité entre, voilà, on est deux dans l'association à faire la recherche de fonds. Euh, Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est la priorité, etc. Donc, vraiment, il faut vraiment euh, se faire un petit tableau, enfin, en tout cas, checker tout ça pour voir si ça correspond vraiment et ne pas perdre du temps, surtout, et de l'énergie sur des appels à projets. Voilà. Un bon appel à projet, donc, va coche au moins 2 critères sur 3, idéalement les 3. Mais ne perdez pas de temps à répondre aux appels à projets qui, voilà, même si c'est pas perdu, parce que je considère que une dynamique de réponse à un appel à projet, c'est une dynamique qui est collective et qui est intéressante aussi
voilà, qui peut créer aussi de l'innovation, qui peut répondre à des besoins qu'on a identifiés, mais sur lesquels on n'y va pas, où on se dit, bon, c'est une opportunité voilà, de proposer quelque chose d'innovant, de nouveau pour notre asso. Il crée aussi une dynamique qui peut être intéressante. Alors, désolé, je jongle avec le truc. Donc, voilà. Je ne sais pas si cette partie, il y a des choses que vous aimeriez savoir. Alors, je vois que j'ai une main levée. Oui, non, ça n'a pas l'air de fonctionner. On vous entend Allô, mal. oui. Oui, Allô, oui, bonjour. bonjour. Moi, c'est Daoulata Haïdara, chargée de projet et programme de l'ONG Association pour les initiatives du développement durable au Mali. Je Mhm. voulais juste ajouter par rapport à la recherche du partenaire par rapport à ce que vous avez cité, comme par exemple LinkedIn et autres. Il y a aussi les groupes sur WhatsApp Ouais, sur lesquels on rencontre beaucoup de subventions. Par exemple, j'ai écrit un nom, Afrique Carrière, par exemple. Ça, c'est un groupe WhatsApp qui aide beaucoup. Je peux vous dire pratiquement tous les jours, il y a des subventions qui sont envoyées sur ce groupe. Donc, d'accord. c'est vraiment très important d'être sur ce groupe chaque Mhm. jour d'ailleurs. Ensuite, il y a le groupe Entraide Afrique et puis beaucoup d'autres groupes Ouais, qui sont là pour des subventions. Et puis tous les jours, hein, tous les jours. Ensuite, peut-être il faut aussi, parce que les gens ont des difficultés souvent à dire que voilà, je ne sais pas comment monter un projet. Mhm. Souvent, il faut avoir le courage de se lancer, quoi, de se lancer dans la chose et d'essayer de faire. Ouais, Au fur et à mesure qu'on apprend, eh bien, moi, par exemple, je n'ai jamais eu une formation avant de monter un projet. Je suivais mhm. avec les gens, mais j'ai fait 1 an, 2 ans, je montais des projets correctement. Et après ça, j'ai eu une formation de montage de projet cette année même, en janvier d'ailleurs, en janvier 2025. Donc, Ok. voilà Oui, comment il oui, faut être très courageux parce que ça demande vraiment du courage. c'est Merci ça, beaucoup. il y a du travail. Merci à vous. Ouais. Et c'est vrai que oui, plus localement, après, oui, il y a des groupes aussi WhatsApp qui sont très, très actifs. Enfin, on n'en a pas forcément parlé. Mais voilà, tout ce qui est groupe WhatsApp, groupe LinkedIn, alors peut-être aussi sur Facebook. Moi, je n'utilise pas trop Facebook pour le côté professionnel, mais exactement, voilà, il faut être en alerte. Et on le verra Ouais. d'ailleurs en intégrant là les thématiques clés et aussi en voyant peut-être sur l'éthique, etc., le positionnement. Euh, ouais, et ce que dit Ashraf, c'est de partager dans le chat. N'hésitez pas à nous partager des groupes ou des pages ou voilà, des endroits un peu pertinents qu'on pourra aussi restituer et vous partager aux autres. Donc, n'hésitez pas. Et on verra aussi que voilà, souvent on a peur, ou voilà, on verra peut-être tout à l'heure, mais il faut y aller avec ces mots et c'est ce que recherchent aussi souvent les bailleurs. Mais ça, vous pourrez le voir peut-être dans un autre module, les 5 clés de réussite, qui en parlera aussi. Parlez avec vos mots et n'hésitez pas voilà, à décrire des situations, à formuler des choses avec votre expérience. C'est ce que recherchent notamment nos bailleurs qui sont ici. Même si, voilà, les bailleurs internationaux, comme vous voyez souvent dans les appels à projets, ont des impératifs. C'est ce que je rappelais au début. Ils ne créent pas un appel à projet parce qu'ils ont envie d'aller sur la thématique du genre, parce ils trouvent ça chouette de protéger l'environnement. Ils ont vraiment une stratégie qui est politique et diplomatique.
Mais ça, il y a un autre module aussi sur lequel vous pourrez vous positionner pour en savoir plus sur les standards internationaux. Donc ça, c'est plus Jadara qui fait ce module-là et qui va plus, voilà, plus développer, mais juste voilà, des principes de base, c'est les principales thématiques, voilà, des transversales des bailleurs internationaux, c'est aujourd'hui, c'est le genre, l'égalité homme-femme, l'environnement, la protection, bien sûr, des groupes vulnérables, hein, et le respect des droits humains. Donc ça, c'est vraiment les quatre, c'est vraiment le B à bas d'intégration pour quelqu'un qui répond à l'appel à projet, c'est vraiment la base de base d'intégrer ceci. Donc, ce qui, bien sûr, induit l'exigence des bailleurs répondre à trois impératifs clés. Donc, la conformité juridique, hein, sont tenus par des conventions internationales. Hein, souvent, ces pays-là ont des conventions internationales et signent des conventions, des traités, des accords de Paris, voilà, qui répercutent dans les lignes directrices de nos appels à projets. Ensuite, bien sûr, l'efficacité du projet, hein, un projet qui néglige l'égalité hommes-femmes, les droits humains, les droits communautaires locaux. Voilà, c'est un impact limité, c'est contre-productif. Hein. Et il y a une redevabilité aussi éthique, doivent prouver leur action. Et ne nuit pas aux populations. C'est-à-dire que, voilà, moi, là, je parle en tant opérateur d'un appel à projet. C'est vrai que des fois, je vois des choses voilà, qui peuvent, dans la volonté de bien faire, ça peut quand même nuire à des populations ou ça peut aussi peut-être nuire à l'environnement. Si, par exemple, enfin, voilà, sur des végétations qui sont importées ou des choses, voilà, ça peut être contre-productif finalement et vous pourrez manquer un appel à projet ou un financement par rapport à ce non-respect de ces principes-là, de ces impératifs. Donc, pour revenir donc ça, c'est vraiment un tout petit… je ne sais pas si vous allez tous bien voir. Voilà, sur l'environnement, donc il y a toujours un cadre juridique et une définition. Donc, par exemple, sur le genre, voilà, il y a la CEDAW, donc c'est une convention de 1979 qui oblige les États à garantir l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Il y a aussi, bien sûr, les objectifs du développement durable, les ODD, donc l'ODD 5 pour l'égalité. Donc, intégrer, bien sûr, le genre, ça signifie analyser et corriger les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes, hein, dans tous les respects d'un projet, accès aux ressources, participation aux décisions, répartition des bénéfices. Ce qui est intéressant aussi, c'est… alors, nous, on le met aussi, par exemple, dans l'appel à projet qu'on porte, MEDNC. Voilà, l'égalité homme-femme et un critère qui permet aux candidats de pouvoir bénéficier au fonds jeunesse en Méditerranée. Voilà, n'hésitez pas à… l'égalité homme-femme, c'est pas juste dire il y aura, je sais pas, sur un groupe de 40, il y aura 20 hommes et 20 femmes. C'est dire aussi dans la conception de cette proposition, donc ça on le verra dans le module Design Project, que du coup c'est aussi voilà, comment on a construit ce projet, comment on a identifié le besoin, est-ce qu'on est parti aussi voir les femmes concernées, c'est comment vous construisez aussi cet appel à projet, est-ce que c'est dans une démarche d'égalité, c'est plus large que dire il y aura 20 hommes, 20 femmes, voilà, c'est aussi tout ça. Donc, il y a des exemples que j'ai mis. Donc, participation équitable, donc 50% de femmes dans le comité de pilotage. Ça peut être aussi
dans le bureau de l'association, voir combien d'hommes, combien de femmes. Donc, ça peut être aussi un budget genré, donc allouer 15% aux activités spécifiques pour l'égalité. Donc, voilà, c'est favoriser une proposition avec des activités qui permettent voilà, de l'égalité et de parler aussi voilà, de faire de la sensibilisation peut-être dans un groupe d'hommes et femmes sur ces points-là. Donc, les pièges à éviter, c'est l'empowerment cosmétique, c'est un peu voilà, de faire de la communication pour faire de la communication sans un réel fondement ou une activité qui n'est peut-être pas pertinente, mais voilà, c'est pour dire, nous aussi, on fait l'égalité homme-femme, donc éviter aussi les stéréotypes, hein, projets limités aux métiers féminins. Par exemple, je pense souvent à des métiers à des métiers de couture. Voilà, on pense femme, on pense couture, on pense cuisine, etc. N'hésitez pas à mixer. Moi, je l'ai vu il y a 3 jours dans une école de la seconde chance au Maroc, des hommes et des femmes qui faisaient de la couture. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des activités qui peuvent convenir aux deux cibles. Voilà. Sur l'environnement, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, il y a l'accord de Paris, hein, qui engage les pays signataires à limiter leur réchauffement climatique à plus de 2,5 degrés. Donc, le projet, donc, c'est plutôt à minimiser l'empreinte écologique du projet et maximiser la contribution à la résilience climatique. Donc, souvent, moi, je le vois aussi, même si votre projet n'est pas forcément à but environnemental, vous pouvez aussi peut-être prévoir, voilà, plutôt dans le choix peut-être des prestataires de votre projet, dans la proposition, dire que vous allez favoriser des prestataires de services locaux qui utilisent peut-être des ingrédients issus de l'agriculture locale, voilà, des choses qui ne sont pas importées. Peut-être dans le choix de l'imprimeur, choisir un imprimeur qui limite les impressions ou qui a voilà, plutôt une démarche vertueuse. Ce n'est pas forcément que pour les projets qui vont vers l'environnement. C'est peut-être se questionner aussi dans l'écriture du projet, dans votre ONG, de se dire qu'est-ce que nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter au moins l'environnement. Donc voilà, attention à l'éco-blanchiment, donc ça c'est un peu des choses qui arrivent des fois. Alors, voilà, nous allons plantons sans arbres, sans préciser les espèces. Est-ce que c'est des espèces locales? Est-ce que c'est des espèces invasives? Voilà. Et peut-être aller plus loin aussi, hein, ça c'est pour tous les projets, mais le suivi, ça c'est très important aussi. Hein, c'est pas juste le fait que à l'instant T, on va faire une action de sensibilisation sur les hommes et les femmes. À l'instant T, on va planter 100 arbres. C'est plutôt aussi qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va faire après aussi ce projet. Donc, voilà, ne pas oublier tout ça. Et le dernier, l'avant-dernier, donc la vulnérabilité. Hein, souvent, si ces appels à projets existent, c'est bien aussi pour aller vers des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, donc des personnes qui sont en situation d'exclusion. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes de tribus ou de groupes ethniques qui sont discriminés. Ça, voilà, c'est ne pas oublier aussi, voilà, c'est le but d'un bailleur international, c'est vraiment aussi de financer des actions qui vont en direction des personnes qui sont les plus fragiles et fragilisées. Donc ça, c'était plus voilà, en mode pratique. L'accessibilité universelle, donc favoriser des actions inclusives qui sont ouvertes hein, au plus grand nombre et voilà, qui n'excluent personne en tout cas.
Donc, voilà. Ouais, le conseil, voilà, c'est pas aussi d'inclure sur un groupe en disant on va inclure une ou deux personnes en situation de handicap juste pour faire joli. Hein, voilà. Et aussi, attention aux approches charitables. Hein. La charité qui se distingue de la solidarité, donc c'est pas du tout la même approche. Donc, faire attention à ça. Et bien sûr, on le reverra tout à l'heure dans un cas pratique, mais les droits humains, faire attention voilà, au respect, bien sûr, au positionnement de votre proposition sur les droits humains. Donc ça, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le respect absolu des libertés fondamentales, expression, association, le refus de toute complicité avec l'évaluation directe ou indirecte. Hein, ça, c'est très, très important. Je le souligne, mais je l'ai vu, moi, dans des propositions voilà, où ça allait pas dans ce sens-là. C'est un peu gênant pour des acteurs associatifs d'aller à l'encontre des droits humains. Voilà, mais ça peut arriver dans les propositions qu'on peut recevoir. Donc, ouais, les petits conseils, donc l'adoption d'une charte éthique, donc ça, c'est important. Donc ça, on le fait pas forcément, mais c'est vrai que quand on met un projet en place, un projet plutôt pluriacteur, où on a plusieurs intervenants et des partenaires un peu multiples, hein, parce que voilà, des fois, on délègue des formations, des prestations à d'autres partenaires. Voilà, peut-être l'adoption de chartes éthiques communes pour respecter un certain nombre de points, c'est important. La mise en place d'un dispositif de signalement. Donc là, c'est plutôt voilà, si on est face à des dispositifs ou des programmes envers peut-être les violences faites aux femmes ou la protection de l'enfance, donc peut-être aussi voilà, montrer aux bailleurs que vous avez mis en place des choses qui permettent voilà, de faire des signalements ou du moins pour la charte éthique que tout le monde a la bonne base et la bonne démarche. Voilà, donc sur les propositions, on en verra une tout à l'heure, mais du coup, faire attention à les collaborations risquées ou voilà, des propositions qui vont dans le sens peut-être de lois plutôt voilà, répressives ou des choses qui sont pas qui vont pas dans le sens des droits humains. Voilà. Je ne sais pas si ça inspire certains ou certains veulent partager peut-être des bonnes pratiques. Souvent, moi, je sais que les bailleurs demandent voilà, ces thématiques-là et que dans une proposition, on ne sait pas comment forcément valoriser, qu'on va mettre l'accent sur le genre, sur le respect de l'environnement, la protection de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez peut-être un exemple peut-être concret d'un appel à projet auquel vous avez répondu et sur lesquels vous avez pu intégrer toutes ces thématiques. Ou l'inverse, peut-être la difficulté des fois d'intégrer toutes ces thématiques voilà. Non, personne. Bonjour. En fait, je voulais partager deux expériences. Une qui était très difficile à intégrer ces éléments. Ouais. Un appel à projet de l'Union européenne
qui s'appelle Musharaka Muwatena, la participation citoyenne. Et en fait, nous, c'était une structure à l'époque, je travaillais pour une structure, on faisait l'accompagnement entrepreneurial des jeunes. Et donc, la sensibilisation des jeunes aussi à l'entrepreneuriat. Mais l'appel à projet est sur la participation citoyenne des jeunes. Ouais. Et donc, finalement, on a réussi, c'était de montrer que l'auto-emploi et le travail, et tout ça, trouver un travail pour soi-même, ça permet un acte de citoyenneté. Oui, exactement. D'appartenir à une communauté. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Par les cheveux, oui. C'est pas évident. Mais oui, je me souviens de cet appel à projet qui était délégué au Maroc par l'Union européenne et par, je sais plus, je crois que c'était l'UNOPS. L'UNOPS, oui. Exact. Et oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs thématiques abordées dans cette. Voilà, c'est pour ça que parfois, c'est pas évident en fait, parce que le bailleur vous parle de genre, d'environnement, de citoyenneté, de vulnérabilité. Jeunesse, oui. C'est comment, dans la proposition, on peut intégrer. Il faut être vraiment inventif. Voilà, et je veux un deuxième exemple pour l'insertion professionnelle, où on a pu, justement, dans le formulaire, il y avait ces thématiques-là, comment le projet répond à ces thématiques. Au genre, c'est bien sûr, c'est quand l'exigence de la parité, voilà, que c'est l'implication, que c'est obligatoire qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. L'environnement, vu que on a l'insertion professionnelle dans le domaine de la restauration, c'était la sensibilisation sur la saisonnalité, manger local, exact. et l'anti-gaspillage, la vulnérabilité, c'est que le projet les bénéficiaires directs n'étaient pas les personnes en situation de handicap, mais le lieu était accessible aux personnes. Mais en fait, c'est ça. De handicap, on essaie d'élargir au maximum C'est ça. C'est comme les hommes et les femmes, les 50-50 hommes-femmes, par exemple, sur des métiers de la restauration, on aura plus d'hommes que de femmes. Mais c'est peut-être comment introduire et sensibiliser les hommes. Moi, c'est souvent, j'ai eu la réflexion de projet, ils me disent, ah oui, mais on n'a pas réussi à avoir beaucoup de femmes. C'est pas grave, qu'est-ce que vous avez mis en place pour sensibiliser les hommes qui sont plus nombreux et majoritaires dans le groupe à l'inclusion des femmes, des 3-4 femmes par rapport aux 15 hommes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour discuter un peu de l'égalité et puis sensibiliser les jeunes sur l'égalité hommes-femmes. Oui. Il faut trouver. Mais il y a toujours, je trouve, des choses qui peuvent être mises en place, en tout cas pour répondre aux thématiques. Et aussi, parfois, c'est aussi culturel, c'est-à-dire que c'est bien beau de nous parler de l'accord de Paris, mais je ne sais pas si on est en Sud-Afrique, peu importe où dans la planète, ça ne nous parle pas forcément. Ça dépend d'où ça vient. C'est des choses qu'on n'a pas forcément intégrées déjà nous-mêmes dans notre quotidien. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci. Madame, peut-être que vous vouliez parler. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou... Oui. Oui. Oui, je veux, moi, Daoulata. En fait, je voulais un peu parler du cas par exemple,
d'être propriétaire terrain, par exemple, ce problème existe pratiquement dans tous les pays africains, surtout vers l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Il y a des situations, par exemple, il y a des associations. Moi, je communique souvent avec des femmes, par exemple, hier, ou bien c'était avant-hier, je parlais avec la présidente des femmes victimes de violences dans les régions nord du Mali par rapport à des subventions qui sont là sur, par exemple, le maraîchage, l'agriculture et autres. Je parlais avec elle par rapport à ça. J'ai dit, ben, comme elle gère ses victimes, plus les déplacés aussi. Je l'ai parlé avec elle hier, avant-hier, c'était avant-hier, elle me disait que qu'elles ont vraiment des problèmes parce que même si elles mettent des projets comme ça serait un problème d'accès à la terre. C'est tout à fait un problème pour elles. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une situation un peu difficile qui décourage pratiquement les femmes à même postuler pour des subventions et autres. Par exemple, les maraîchages, les femmes qui font les trucs des activités génératrices de revenus de leur maraîchage, le plus souvent, c'est des trucs qu'elles ont déjà trouvés chez elles, qu'elles font. Sinon, quand tu proposes ça à des femmes, souvent, elles ont des difficultés à dire comment on va trouver là, où est-ce qu'on va trouver de l'espace, ceci, cela. C'est un problème, quoi, en fait. Il y a un autre cas que je ne sais pas si c'est vraiment, ça va avec ce cas-là. Il y a, par exemple, le retour volontaire des Maliens. Comme j'étais là-bas en tant que... Je vous entends plus. Oui, merci beaucoup, cher présentateur Ronan. Oui. Vraiment, j'ai suivi avec l'attention soutenue votre intervention. Je voulais aussi juste parapher par rapport à ce que Madame la coordonnatrice de l'ONG, je ne sais pas les noms, vient de dire. Franchement, même ici en République démocratique du Congo, nous avons dit que les femmes ne se donnent pas aux actions de développement. Parfois, s'il y a une action communautaire, s'il y a une ONG, il y a des groupes sociaux, il y a des coopératives, vous allez voir que la plupart des gens qui participent, ce sont les hommes. C'est pourquoi je vous demanderai si vous allez mettre des financements, il y aura des ateliers de nuances, pourvu qu'on explique les femmes la quintessence de participer aussi au développement communautaire. Parce qu'il y a les genres et développement, il faut qu'ils participent aussi massivement. Moi, je vous donne l'exemple de l'ONG que je suis fondateur. Mais comment vous levez les freins par rapport à ça? C'est ça aussi peut-être la proposition. C'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait les campagnes de sensibilisation, des ateliers de formation, pourvu qu'on explique à la femme l'importance ou la quintessence de participer aussi au développement communautaire. C'est un peu ça. Et aussi, ma deuxième préoccupation. De mentalité, ouais. Mais ça, c'est un grand travail de changement de mentalité. Et ça peut être quand même difficile. Enfin, c'est comment, dans votre projet, vous faites le ciblage des bénéficiaires. Et c'est vrai que changer les mentalités, ça prend 100 ans. Non, mais ça prend énormément de temps. Mais ouais. Effectivement. C'est ça, monsieur Ronan, on n'en doute pas. C'est pourquoi moi j'ai toujours condamné ce que d'autres ONG font. D'un coup, vous gagnez le marché, vous descendez sur terrain avec les actions, sans tenir au courant la quintessence de votre étude. C'est pourquoi en prélude, je vous demanderai par rapport au projet que toutes les ONG de l'Afrique vont mener, il faut mettre en exergue le renforcement ou le changement de mentalité des jeunes ou de la population
dans laquelle on va intervenir. C'est un peu ça. Et deuxième chose, c'est par rapport au financement. On va entrer en contact avec le bailleur. Après, après les formations que vous allez organiser, ou bien c'est dans les sommets qu'on va se rencontrer avec le bailleur de fonds. Merci beaucoup. Ouais, pour vous répondre, je crois que c'est au sommet que vous allez rencontrer, c'est pas que je crois, je suis sûr même, des potentiels bailleurs de fonds. C'est ce qui est prévu. Voilà, exactement. Moi, en tout cas, voilà, c'est vrai que le changement de mentalité, ça, c'est indéniable. Dans chaque société, c'est compliqué. Ça prend énormément de temps. Voilà, mais du coup, dans les propositions que vous pouvez faire, voilà, c'est aussi de montrer la démarche, parce que des fois, les bailleurs veulent que ça aille vite, qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait un résultat concret. C'est dans la description de ce que vous venez de dire, c'est que dans la mentalité locale, dans ma zone d'intervention, voilà, il n'y a pas cette… voilà, on peut proposer, on peut dire, on ouvre cette formation aux femmes, elles ne vont pas instinctivement venir. Donc, c'est montrer aussi aux bailleurs que la difficulté de faire venir ces cibles, et c'est aussi peut-être dans la démarche comment vous allez procéder. Alors, ça risque d'être plus long que prévu, mais c'est comment vous allez procéder pour atteindre ces publics cibles. Et c'est aussi peut-être qu'est-ce que vous allez mettre en place, parce qu'on sait bien que si elles ne viennent pas, peut-être qu'aussi elles ont d'autres choses à faire et du coup, elles ont un rôle social qui leur incombe. C'est peut-être, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en place à côté de ces formations ou à côté des sensibilisations pour qu'elles puissent participer. Ça, c'est tout un défi, mais c'est pour ça que la société civile existe et qu'elle travaille, même si ça prend énormément de temps. Je sais que vous êtes tous passionnés et que vous êtes tous engagés pour faire ce travail-là. Peut-être en passant des thématiques prioritaires, peut-être sur le positionnement. Donc, j'en parle aussi parce que des fois, dans la pratique, en tant qu'opérateur d'un appel à projet, du coup, on peut peut-être se poser aussi la question collectivement, on est 33, mais voilà, c'est quoi le positionnement éthique, et c'est par rapport aussi à ce qu'on a vu précédemment sur les thèmes clés des bailleurs de fonds, c'est comment moi, en tant qu'ONG, je me positionne. Alors, je ne sais pas si je peux agrandir un peu. Donc, peut-être revenir sur une définition. Qu'est-ce que c'est une ONG éthique? Éthique, c'est un grand mot, mais c'est une ONG qui allie expertise de terrain et respect inconditionnel des droits humains, même face aux pressions financières, politiques. Voilà. Je dirais même plus loin, c'est-à-dire que c'est une ONG qui respecte, voilà, c'est plutôt ses valeurs et qui a un projet associatif assez solide et fort et qui dit, nous, voilà, nos valeurs, c'est ça, on défend ci, on fait ça, etc. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a l'ancrage des valeurs, donc il y a la charte éthique publique de l'association, mais c'est aussi par rapport à sa communication, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle envoie comme message aussi, donc ça c'est important. L'expertise au service du droit, ça j'y reviens encore, donc les méthodes adaptées aux contextes locaux, sans compromis et sans les libertés, donc c'est aussi comment on ne va pas contre le contexte local, on n'est pas là pour aller contre le contexte local, contre les mœurs ou contre quoi que ce soit, mais voilà, c'est aussi comment on fait pour aller sans la compromission sur les libertés individuelles et collectives. Et la transparence qui manque parfois, et ce qu'on reproche à la société civile et notamment les associations, c'est plus de transparence, de la publication des financements, de ce que vous faites. Voilà. Et bon, là, on ajoute évaluation d'impact indépendante, mais c'est important d'être transparent et
et de garder en esprit surtout que la société civile, les organisations de la société civile travaillent pour le bien commun. Ils ne travaillent pas pour un groupe, un lobby, un groupe politique, etc. Ils travaillent bien pour le bien commun, donc pour tous, toutes et tous, tous les citoyens qui nous entourent. Donc la grille d'analyse qui permet vraiment de voir si on va dans ce bon sens, ce sont les principes. Donc, et par rapport aux appels à projets, bien sûr, hein, on est toujours dans ce cadre-là. Est-ce que nos valeurs sont-elles dans cet appel à projet? Est-ce que ça correspond à ce qu'on on défend? Et dans ce cas, si ça ne correspond pas, il ne faut pas y aller, je vous le déconseille. Cet appel promeut l'autonomie et le bien-être des cibles. Habituellement, c'est bien sûr dans les guidelines et dans ce que proposent les bailleurs de fonds, hein, mais voilà. Par rapport aussi à la culture locale, la communauté, etc. Donc, voir si c'est bien en corrélation avec ça. Le processus, ça c'est important, on en reviendra encore sur le project design et comment construire un projet. C'est est-ce que, voilà, quand on parlait tout à l'heure des femmes, si on propose un projet, une proposition en direction des jeunes, des femmes, etc., c'est est-ce qu'on a été consulté ces personnes qui sont ciblées et concernées par notre proposition. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba et ce qu'on fait un peu moins, tous, hein, je parle aussi pour moi, c'est voilà, le diagnostic local, c'est d'aller voir les cibles avant de proposer quelque chose ou de parler à leur place. Ça, c'est vraiment important. Même si on est habitant d'une communauté, d'un lieu, d'une zone d'intervention dans laquelle on intervient depuis 20 ans, etc. On pense savoir que les femmes ont besoin de ça, les personnes en situation de handicap, elles ont besoin de ci, de ça. Toujours la base, c'est d'aller à la direction, à la rencontre de ces cibles et de leur demander, voilà, pour reprendre le témoignage de tout à l'heure, pourquoi elles ne viennent pas dans des actions d'entrepreneuriat ou d'insertion professionnelle. C'est quoi les freins et comment ma proposition peut y répondre. Voilà, le processus décisionnel est-il collaboratif et compréhensible par tous les membres de l'association? Est-ce qu'on a un processus ensemble de travail qui est collaboratif et qui est compréhensible? Et le proof, peut-on prouver donc l'impact éthique? Comment auditionnons-nous les résultats pour vérifier leur conformité éthique? Donc voilà, c'est plutôt l'impact. Parfois, je vois des propositions, des dispositifs d'associations qui travaillent pour les personnes en situation de handicap, pour les jeunes en difficulté et qui, dans la pratique, veulent bien faire les choses, mais est-ce qu'on le fait bien et est-ce que ça correspond à l'éthique? Et est-ce qu'on ne va pas plutôt parfois aussi dans la maltraitance ou voilà, autant de rien proposer ou ne rien faire dans ce cas-là. Alors, je reviens, et avant de terminer, en tout cas, cette première phase, sur, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, nous, pour MedNC, mon organisation, nous, on pilote un appel à projet qui s'appelle Jeunesse en Méditerranée, donc le JMED, et j'ai été évaluateur, donc ça fait 2 ans que je suis évaluateur sur cet appel à projet, et cette année, bon, c'est un cas parmi tant d'autres, hein, mais j'ai reçu un projet qui proposait, du coup, je vous ai pris l'extrait, bon, je l'ai un peu synthétisé, mais voilà, ce projet vise à faire connaître et appliquer la loi, donc une loi de 2021 qui renforce le cadre juridique en Mauritanie en protégeant les symboles nationaux, l'autorité de l'État, l'honneur des citoyens, affirme les valeurs communes et préserve l'unité nationale, valorise l'identité culturelle.
Dans la problématique, donc pour aller plus loin, la personne me disait que il y avait un constat qui était fait, c'est que beaucoup de jeunes, en alimentant les réseaux sociaux, en utilisant l'expression, la libre expression, allaient en prison et que du coup l'association allait du coup lutter contre des jeunes qui allaient à l'encontre de ce texte de loi. Donc, en lisant ce projet, j'étais un peu sceptique, je ne vous le cache pas, dans le sens où, en allant plus loin, j'ai quand même regardé qu'est-ce que c'était que cette loi du 9 novembre 2021. Et en lisant les contours de cette loi, c'était une loi vraiment très, très autoritaire et qui n'allait pas forcément dans le sens de la libre expression, et qui n'allait pas aussi plus loin. Tout à l'heure, on parlait de citoyenneté, qui n'allait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté? Qu'est-ce qui fait qu'on est un État? Ça n'allait pas dans ce sens-là. C'était plus très répressif. Donc voilà, c'est un exemple que je voulais partager. Même si c'était plein de bonne volonté, cette proposition, je trouvais quand même qu'il y avait pas une légitimisation, mais pas une remise en question de ce texte de loi, même si le texte de loi, il est adopté, il est là et on doit faire avec. Mais c'était plus dans le sens où il n'y avait pas d'action dans ce projet qui permettait aux jeunes aussi de se dire, qu'est-ce qui fait qu'on est citoyen, qu'est-ce qui fait qu'on fait partie de cet État, quelles sont nos valeurs communes. Voilà, en fait, ça allait pas, ça allait juste dans la lutte contre ces jeunes, mais pas vraiment dans même la création de zones ou d'espaces de discussion pour faire comprendre, comprendre aussi les jeunes et pourquoi ils violent peut-être cette loi. Donc, bien sûr, ça va en contradiction avec les droits humains, clairement, hein, et il y a l'exemple de la Convention de Dakar et le risque pour l'ONG, hein, du coup, dans ce résumé du projet qui était proposé, c'est que moi, en tant qu'évaluateur, je me suis dit, warning, ce projet ne va pas dans le sens des droits humains, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, perte de crédibilité égale projet qui n'a pas été retenu. Donc, toujours, c'est pour ça que j'insiste bien sur le respect des droits humains, regarder si notre projet respecte ou va dans le sens de l'égalité, des droits humains, etc. Donc peut-être à ce projet-là, on aurait pu, ou la personne aurait pu écrire ce résumé. Donc ce projet crée un espace de dialogue pour les citoyens questionnant ensemble la loi du 9 novembre 2021 et plutôt que de lutter et dire que c'est mal, peut-être réfléchir ensemble de ce qui fonde une nation inclusive. Donc voilà, sachant qu'en plus la Mauritanie, il y a beaucoup de communautés qui sont différentes. Donc c'est peut-être cette loi dit il faut un seul projet, une seule communauté, mais c'est aussi peut-être de dire comment on fonde une nation plus inclusive, plus ouverte et comment on réfléchit ensemble pour vivre en commun. Et imagine des voies pour concilier le respect des symboles. Et bien sûr, il y a le respect des symboles, mais aussi la diversité des droits de toutes et de tous. Voilà, c'était mon petit exemple. Peut-être des questions simples, mais qui sont essentielles. C'est est-ce que ma proposition de projet, elle promeut des droits internationaux ou est-ce qu'elle appuie plutôt des restrictions de liberté individuelle? Voilà, c'est pour ça que je parlais aussi avant de positionnement éthique de l'acteur que vous êtes, des acteurs et actrices associatives, mais aussi peut-être de l'entité de mon association. Donc, voilà. Attention au lexique employé et
pour revenir tout à l'heure sur un témoignage, dans le cadre de cet appel à projet, en tant qu'évaluateur, on en reparlera dans notre module, hein, les 5 clés de réussite, et aussi peut-être quand vous allez travailler du coup sur les pitchs, etc. Favoriser non pas du lexique préétabli, c'est-à-dire bien sûr, il faut utiliser les mots qui sont demandés dans l'appel à projet, dans les lignes directrices d'un appel à projet, mais utilisez aussi vos mots et notamment dans la description de vos contextes, de vos environnements. Utilisez vraiment les mots que vous employez et pour décrire vraiment au plus près et que l'évaluateur, en tout cas le bailleur, puisse aussi entrer dans votre façon de voir et de penser. Donc ça, c'est très important, je pense, en termes d'expertise. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention aux IA, au chat GPT, etc. J'ai eu beaucoup de projets aussi cette année qui étaient issus des IA et du coup, ça enlève projet véritable en fait. Les IA, c'est des contributeurs, c'est des ordinateurs. Donc, du coup, lire des projets qui sont écrits en mode ordinateur, le bailleur, voilà, ça ne donne pas envie de… Enfin, en tout cas, ça se voit que ce n'est pas vous qui l'avez rédigé. Et favorisez plutôt vos mots, même s'il y a des fautes, même si c'est le français, l'anglais ou n'importe quelle langue n'est pas correct, n'est pas parfait. Favoriser plutôt un langage qui n'est parfois pas correct, pas parfait, et ça sera beaucoup plus véridique et ça donnera encore plus aux bailleurs de vous suivre. Voilà, c'est un petit conseil. Il y a une main levée, je crois qu'il y a Iman qui souhaitait réagir. Alors, Iman, Oui, merci beaucoup pour voilà, ce partage. Aussi, ce sujet de l'IA, il fait un peu peur. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment rester sur les bases, c'est répondre au cadre logique. Oui, et quel est notre objectif, quelles sont nos actions pour répondre à ces objectifs et les résultats qui doivent être vérifiables. Exact. Oui, ça on le verra dans la logique. Voilà. Exact. Mais utilisez aussi vos mots. Hein, vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé d'écrire comme des… oui, bien sûr, il faut après voilà, le pitcher ou le présenter, humaniser à l'autre, selon notre vision. Mais c'est les éléments principaux. Action, pourquoi, qui sont nos… Et c'est les bénéficiaires, être toujours en co-construction avec nos bénéficiaires, avec notre connaissance de notre contexte et de notre environnement. C'est ça, exactement. Ça, c'est la base, mais on le reverra dans le module de construction et de project design également. C'est vraiment là une base. Mais c'est vrai que voilà, si vous repérez, c'est pour ça que le tableau tout à l'heure que j'évoquais était intéressant, c'est voilà, décortiquer aussi quand vous voyez un appel à projet, c'est de décortiquer et essayer de trouver les mots-clés de cet appel à projet qui se trouve. Le bailleur, il met tout ce qu'il souhaite cibler et dans les lignes directrices. Donc, moi, souvent, j'ai des questions là sur le GMED disant oui, mais est-ce que ça concerne ci, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Mais en fait, tout est dedans, tout est dans l'appel à projet. Lisez bien et bien sûr, il faut utiliser, reprendre en tout cas les mots-clés qu'il y a dans l'appel à projet. Sinon, alors, bien sûr, l'IA, je vois passer un message. Je ne bannis pas l'IA, hein, je ne dis pas que c'est mal, etc. Je dis juste que ça peut vous aider. Alors, ça dépend comment on l'utilise, effectivement. Mais voilà, favorisez quand même votre expression, rédigez par vous-même, même si vous pouvez rédiger par vous-même et demander un conseil à l'IA.
c'est tout à fait possible. Hein, mais voilà, en fait, en examinant des dossiers, des candidatures qu'on a reçues, ça se voit vraiment, quoi. Enfin, ça saute aux yeux que parfois certains, enfin, en tout cas, les propositions que j'ai reçues, certaines, c'était IA copier-coller. Il y avait même le chat GPT a dit que ça m'est arrivé sur un projet. C'était bon, ça peut être aidant, mais plus pour du conseil que du copier-coller sur ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. On va conclure. Ça fait un peu long, sinon on est arrivé presque à 1 heure. Donc peut-être voilà, ce qui est essentiel du coup à comprendre c'est plutôt les mécanismes, donc le ciblage aussi des bailleurs. Si on est une petite association, est-ce que voilà, voir aussi nos capacités à nous par rapport aux bailleurs internationaux, ce qu'ils demandent, aux exigences. La veille stratégique, on l'a vu, c'est intéressant, c'est même très essentiel, c'est important. Qu'on peut utiliser voilà, des outils de comparaison et de voir est-ce que avant de se lancer dans la construction d'un appel à projet, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que ça va nous faire perdre du temps ou est-ce que c'est pertinent? Par rapport aussi à nos capacités financières, mais ça vous l'avez bien compris, je pense que voilà, si c'est un projet de millions d'euros et que nous, notre petite association, on gère un fonds de moins de 10 000 euros, bon, ça va être difficile de cocher les cases du bailleur qui voudra que vous ayez les capacités de répondre à un appel enfin, de gérer un fonds de millions d'euros, quoi. Intégrer les thématiques transversales, mais ça, vous le reverrez aussi avec le module sur les cadres internationaux. Le positionnement éthique, c'est voilà, c'est nous, notre identité, nous, notre association, ou moi en tant qu'acteur associatif, quelles sont nos valeurs qu'on partage. Donc, éviter, voilà, d'aller aussi sur des thématiques qui ne sont pas forcément les vôtres ou qui ne sont pas dans l'expertise de votre association, ou encore pire, qui ne sont pas dans l'essence de votre association. Ça va de sens. Hein. Ne pas perdre du temps, en tout cas, à répondre à tout et n'importe quoi, même si je sais que c'est plus difficile des fois d'avoir des fonds parce que il y a une concurrence qui est accrue et parce qu'il n'y a pas dans nos pays des mécanismes de financement étatique ou voilà, c'est plus difficile. Voilà, peut-être ne pas aller sur tout n'importe quoi. Voilà. Alors, peut-être il y a François et Aseitou, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Oui. Navré d'avoir rejoint tardivement la réunion. J'étais en session. Donc, par rapport à la question relative à l'insuffisance de fonds, qui est un peu préoccupant parce que nous avons eu à... Je vous entends plus. Entendez là? Ouais, ça y est, on vous entend. Ouais, c'est bon. Voilà, donc, voilà. Je disais que par rapport à la question relative à l'insuffisance de fonds, nous, on a eu à participer à un appel à projet où il était permis de travailler en parfaite synergie avec un laboratoire et une autre association connexe pour pallier à cette insuffisance de fonds et éventuellement certaines spécificités techniques par rapport à l'offre. Donc, je me pose la question si c'est quelque chose qui se fait présentement à votre niveau ou pas. J'ai pas très bien cerné du coup si. Alors, par rapport à l'insuffisance de fonds, par exemple, parfois vous pouvez lancer un appel à projet. Alors, nous, peut-être, nous ne sommes pas dans les dispositions de répondre par rapport à l'offre. Ah, pour donc, répondre à l'appel à projet. Oui, voilà. Nous décidons de nous mettre tout en sachant que c'est une thématique qui répond parfaitement à nos cordes. Il est possible de travailler soit avec un laboratoire
ou bien avec une autre association en vue de bénéficier de cet appel à projet? Est-ce que dans votre cas, c'est possible de le faire? C'est-à-dire de vous aider à répondre à un appel à projet? Oui, de travailler voilà, en synergie avec un laboratoire ou bien. Je m'excuse, c'est comme un consortium, hein? Voilà, c'est ça, à Oui, peu oui, près, oui. C'est bien ça. sûr. Oui. En fait, ça dépend de l'appel à projet. Il y a des appels à projet. Alors, de plus en plus, hein, on le voit, des bailleurs qui exigent du coup dans la proposition du projet que ça soit monté en consortium. Ça, c'est de plus en plus hein, que ça bénéficie à un groupe soit d'associations. Maintenant aussi, il y a beaucoup d'appels à projets qui incitent aussi un travail pluriacteur, c'est-à-dire avec des laboratoires, des universitaires, des associations, des entreprises, etc. Donc oui, mais bien sûr, c'est possible de répondre. Tout à fait. Merci. Après, c'est plus voilà, comment, si pour répondre aux besoins du bailleur ou à ce qu'il souhaite, vous pouvez expliquer la démarche que, voilà, je ne sais pas, sur une thématique environnementale, vous, en tant qu'association, vous avez l'habitude vous avez la compétence de sensibiliser ou de monter des actions de sensibilisation, mais pas, par exemple, de formation. Donc, vous avez l'association X qui intervient et peut-être aussi un chercheur ou voilà, quelqu'un qui travaille plutôt sur les questions environnementales et qui sera plus l'université. Voilà. En fait, ça dépend, mais tout est, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est tout ce que demande le bailleur, c'est écrit dans les lignes directrices et ça dépend ce qu'il cible. Est-ce que c'est juste des actions envers des bénéficiaires? Est-ce que ça des actions de plaidoyer, des actions, voilà, ça dépend ce qui est demandé, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci Ronan, merci pour l'octroi de parole pour la énième fois. Non, non, mais J'aimerais concrètement intervenir par rapport au consortium, hein, comme vous venez de le dire. Les consortiums demandent que les associations ou les ONG se mettent en commun accord et élaborent tout un projet. Mais comment nous ne sommes pas en relation avec les ONG qui suivent des formations? Il est impossible de faire le consortium, au fait, parce que nous sommes en prélude dans de différents pays. Et comment nous allons intervenir dans une même action, même si nous avons les mêmes domaines d'action? bah, c'est toute l'essence de la société civile, non? De travailler en collaboration, coopération. Voilà, ça dépend de son réseau, du réseau de l'association. Ça dépend souvent, on voit comme en Afrique, ça dépend du réseau du président, de la présidente de l'association. En fait, ça dépend de plein de paramètres. Par exemple, bon, je peux vous donner un exemple sur l'appel à projet qu'on mène, nous, ça s'appelle le GIMED. C'est un projet qui doit se monter en consortium avec un partenaire qui n'est pas forcément dans le même pays que le sien. Par exemple, si on mène un projet au Maroc, le partenaire du consortium doit être d'un pays qui est différent. Donc, souvent, voilà, les associations n'ont pas de partenaire et viennent vers nous ou voilà, s'inscrivent sur des groupes. Enfin, je pense que voilà, l'essence même de la société civile, pourquoi elle existe, c'est un peu pour aussi collaborer et coopérer aussi avec d'autres associations. Après, il peut y avoir aussi des consortiums plutôt locaux au niveau national, au niveau international, mais ça c'est plus par connaissance ou par affinité, en fait, peut-être. Mais bon, peut-être aussi sur les quand il y a des publications sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, voir aussi peut-être les gens qui likent des appels à projets, peut-être rentrer en contact aussi avec eux.
voilà. Après, c'est vrai que les partenaires de consortium, c'est toujours mieux de les connaître auparavant, avant de monter ou de concevoir un projet. Toutefois, voilà, moi, j'ai par expérience, par le programme GIMED, souvent, on a des consortiums qui ne se connaissaient pas forcément avant de faire la proposition d'un projet et qui ont appris à se connaître et qui ont travaillé, même qui sont toujours en lien, même après le projet, aujourd'hui, et qui travaillent toujours ensemble. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai Oui, répondu à... monsieur Ronan. Je suis très content de votre intervention. C'est pourquoi la fois passée, une hypothèse était émise. Nous avions demandé à la présentatrice de créer une plateforme sur WhatsApp où nous devons nécessairement échanger nos différentes idées, transformer nos défis en opportunités avec les collaborateurs des différentes institutions. Mais jusqu'à ce présent, cette hypothèse n'est pas encore mise en exergue. Mais vous aussi, en tant que le nouveau présentateur, vous pouvez nécessairement discuter aussi avec le comité de gestion pourvu que nous puissions trouver une base à faire. Mais après, vous savez, la complexité en fait de ces groupes, parfois, c'est aussi que vous êtes nombreux. Là, par exemple, sur le canal français, vous êtes 32. Alors, je ne sais pas combien c'était sur le canal anglais. Enfin, en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'organisations. C'est peut-être, voilà, c'est comment on interagit entre nous. Voilà, mais c'est une vraie réflexion, ouais, effectivement, pour mettre enfin, pour poursuivre en tout cas les discussions et les partenariats. Mais voilà, peut-être qu'il y aura aussi d'autres moments. Mais je vais poser la question. Mais en tout cas, il y aura peut-être aussi d'autres moments, notamment le rendez-vous à Marrakech, qui permettra aussi cela. En tout cas, je l'espère. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question pour pas... Allô, oui? Oui, Allô? oui. Allô, bonjour. Oui. Oui. Moi, c'est Daoulata du Mali. Oui, Daoulata. Je voulais juste ajouter, en fait, comment on appelle, par rapport à une question que vous avez parlé, par exemple, du ciblage des bénéficiaires et tout ça dans un projet. Je voulais juste ajouter que c'est tellement important quand il y a un appel à projet et qu'on sait qu'on regarde la thématique concerne vraiment un problème parce que les projets, ce sont des problèmes, ce sont des problèmes qui sont là, ce sont des projets, des problèmes qui sont là et les projets viennent comme des solutions. Mais des solutions pour, par exemple, les personnes à qui le projet est vraiment destiné. Donc, c'est très important, c'est très important. Et je voulais ajouter que c'est tellement important que lorsque on a un projet qui concerne vraiment la localité, on cible les vrais bénéficiaires. C'est ça. Et lorsqu'on est dans une activité où on doit, par exemple, si on fait une activité, par exemple, qui va en droite ligne avec les bénéficiaires concernés, c'est vraiment un soulagement. Au fond de toi qui es dans l'activité, tu as une sensation de soulagement qui te rend tellement content de toi-même parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. C'est tellement important. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, bien sûr, en termes d'impact, on le verra dans d'autres modules, mais oui, c'est ça, c'est la base, en fait, c'est la base d'une réponse à un appel à projet. C'est bien sûr lire les lignes directrices, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui cherche le bailleur? Qu'est-ce qu'il veut en finançant cette action? Qu'est-ce qu'il cherche? Bien sûr, il évoque des problématiques et vous, en tant qu'ONG, vous êtes là pour proposer des solutions, mais qui ne se font pas en disant peut-être que si je sais les jeunes, ils ont besoin de ça. Ou peut-être pas, il faut peut-être aussi aller voir, comme le cas concret là sur la loi un peu répressive.
C'est voilà, pourquoi ces jeunes n'adhèrent pas à cette loi ou pour aller plus loin, en fait, aller aussi plus loin que, que ça. Et c'est aller voir les jeunes et savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont besoin, de quoi ils rêvent et c'est quoi leur préoccupation. Très bonne intervention. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. On a. Est-ce qu'une dernière personne? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Merci. Moi, je suis Hussein Amadou depuis le Niger. En fait, je tiens d'abord à vous remercier pour votre brillante présentation pour le renforcement des capacités. Mais moi, j'ai un problème par rapport à la plateforme. Je n'arrive pas à avoir accès aux cours. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à avoir accès. Merci. Techniquement, moi, je n'ai pas accès, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez me donner dans le chat votre adresse mail? Peut-être que je peux voir avec les équipes. D'accord, j'envoie ça tout de suite. Merci. Ouais, ok, super. Bah, si vous voulez partager après, vu que c'est un peu public, mais en tout cas, hop, je vais arrêter le partage. Peut-être que je verrai vos messages. Ah ouais, ok. Read and some contribution. Alors, je vois pas le chat. Ah ouais, si, ça y est. Ok. Ok, très bien, ouais. C'est noté. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous. Alors, je ne sais pas si je pense qu'il y a un moyen de demander une réinitialisation des mots de passe. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que oui. Si. Vous pouvez redemander, hein, c'est ça, hein. Ok. Bah, oui, pour la plupart, ça marche aussi, en fait. Ok. Bon, bah, pour la première tentative, si vous n'arrivez pas à vous connecter, réinitialisez votre mot de passe. C'est ce que j'ai essayé. Et ça a fonctionné? Bon. Parce que je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Donc, bon, j'imagine que peut-être essayer de faire dans ce sens-là, quoi. Alors, sinon, moi, je vous donne rendez-vous demain. Je fais de la com interne. Et je pense au Niger parce que j'ai un cas concret que je vais présenter demain dans le module Project Design. Donc, pour aller plus loin demain, si vous êtes disponible à cette même heure, voilà, on va parler plus dans le vif du sujet, de la proposition de projet, voilà, les pièges, les bonnes pratiques, etc. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre assiduité et vos questions, vos interventions qui étaient pertinentes. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci à vous pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'autant. Merci. Nous sommes très flattés pour cette séance. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Oui, merci vraiment. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, obrigado. Merci à vous. À très vite. Le plaisir est partagé. Et également, merci, bonne soirée. Ok, merci. Nous entendons seulement les programmes des jours à venir. Merci. Bah, à demain alors. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Oui, est-ce qu'on peut faire connaissance? Oui, cher Jean. Pourquoi pas? Nous tous, nous sommes les oiseaux du même plumage. Nous sommes des organisations de la société civile. Nécessairement, nous devons faire connaissance. Parce que je vois qu'on se retrouve toujours les jours de la réunion.
de la formation, voulait dire. Moi, c'est François Kayembe, j'habite en République